Mic check, caméra check, on est bon, on est parti. Donc est-ce que les emparer parce que là, c'est mort pour vous tous. Yo, Génération 93, sorti Sainte-Rose, au Wamou là. Comment on dit? I want to smoke. C'est parti, il représente le Bénin et toute l'Afrique. Le Bénin, la Guadeloupe. Ouais. Il a commencé au moule basket avec Bruno. Non, tu viens de me dire à USR. Alors, techniquement, ma première année de basket, c'était à USR. Dernière année de Benjamin. Si je me trompe pas, c'était vers 2005, je crois, 2004. Ah ouais. Par là. 20 ans déjà. Ouais. Mais ensuite, moi je te connais plus sur les couleurs bleu et jaune. Voilà. JMBC. Et après, pour l'anecdote, mon oncle Jean-Marie Couchy, JM Couchy. Du moule, qui est entraîneur là-bas, en fait, quand je suis rentré au Krebs, parce que après une année en Benjamin, un peu de freestyle, un peu de swing, etc., on m'a proposé de faire les tests pour le Krebs. Je ne savais pas du tout c'était quoi le Krebs. Ouais. C'est-à-dire, le jour où j'ai passé les tests pour le Krebs, c'était vraiment moi dans ma tête, un gars font swing. Un gars font aussi swing. Et finalement. Mais attends. Emblématique, c'est écrit dans l'introduction pour toi, Jo. Ouais. Le chabin emblématique du Krebs antique, il y a toute génération confondue. Non, ça c'est David, ça va, c'est ça. J'allais dire, David, excuse-moi. Ça c'est David. Non, poste ailier, driver, shooter, dextérité de balle, dunker, bien d'autres qualités sur le terrain. Tout le monde se demande où est Jordan. Oh Joe, qu'est-ce qu'a fait? Je l'ai trouvé pour vous. Welcome sur le podcast Haut Niveau, Jordan Aboki. What's up, man? Ça va? Écoute, on est là tranquillement, nous faisons des vacances. C'est ça fait longtemps que tu n'étais pas en Guadeloupe. Alors, oui et non. En fait, je viens tous les 2 ans. Ok. C'est juste que bon, quand je viens, c'est 2-3 semaines. C'est en famille. Je reste sur Sainte-Rose. Donc on me voit pas spécialement, mais je viens tous les 2 ans en Guadeloupe. Et alors, cette fois-ci, ça fait quoi de revenir là? Tu te sens comment? Écoute, là, après 2 ans, ça fait plaisir de revenir en Guadeloupe, récupérer des bonnes énergies, voir la famille surtout, parce que bon, au final, je vois pas spécialement la mater tout le temps. Ouais. Et la mater n'est pas du genre à venir en France tout le temps, etc. Donc, Ok. ça fait plaisir de voir ma grand-mère, 92 ans, shoot out. Oh, waouh. 92 ans, Wow. c'est pas... Ouais. Ok. Alors, Jo, on va parler. On va bien parler, toi, mais tu sais. Mais avant, tu as eu un passé de basketteur. Ouais, bien sûr. On va discuter basket. Et ensuite, Nkedi Sanouni a dit. Comment tu commences le basket? Donne-moi un peu ton histoire de how you fall in love with basketball. Alors, comme je disais, j'ai commencé le basket dernière année Benjamin, je crois que j'avais 11 ans, vers 11-12 ans par là. Et je joue au basket tout simplement parce que mon grand frère joue au basket. C'est-à-dire que je viens d'une fratrie de... J'ai 2 frères, un grand frère et un petit frère, Yann et Sangouane. Et du coup, en fait, mon frère jouait au basket, donc automatiquement, j'ai joué au basket. Ok. Et mon frère joue à USR du coup, parce que moi je suis de Sainte-Rose. Du coup, ma première année Benjamin, quand j'ai commencé le basket, j'étais à USR, Sainte-Rose. Ensuite, comme je vous disais juste avant, on est passé par le Krebs. Oui. Et quand je suis arrivé minime première année, je suis passé au MBC. Donc la plupart des gens me connaissent sous un mec qui joue au MBC, Moule Basket Club, etc. Mais on sait que tu viens de Sainte-Rose, tu vois. Mais tout le monde sait que je viens de Sainte-Rose. Alors, tes premiers souvenirs du basket, au MBC avec JM Couchy, comme tu le shout-out tout à l'heure. Ouais. C'est quoi, jouer sur les playgrounds? Il y a l'épisode dernier qui est sorti, c'est Bruno. Ouais. Voilà, raconte-moi un peu cette ambiance-là à l'époque. Bah en fait, si tu veux, quand j'arrive au MBC, en minime première année, je vois déjà plus le basket de la même manière. C'est-à-dire que mon oncle, JM, on va dire, il me chamboule la tête un peu avec... c'est-à-dire la culture basket, c'est lui qui m'a enseigné ça. C'est-à-dire MJ, etc., LeBron. Okay. Surtout qu'on est des enfants de la génération de la draft 2003, etc. Mais mon oncle m'a vraiment enseigné, même tout ce qui est culture sneakers. Si vous connaissez JM, vous savez que JM c'est Jordan, c'est... Ah ouais, moi je savais pas ça, moi. Ouais. Et c'est vraiment en fait c'est mon oncle JM qui m'a vraiment tout donné, qui m'a fait donner l'amour du basket, etc. D'accord. Ensuite tu intègres le Krebs. Ouais. Là on développe sur le Krebs. On est de la même génération, on était dans la même classe. Ouais, en quatrième, troisième. Ouais. Ça sera remonte quand tu regardes ça. Fait un bail, ouais. Maintenant, il y a l'école dans le Krebs. Nous, on avait le système de bus parce qu'on était tous les 2 internes. En plus, on avait la chance d'être internes. On va faire une question globale. Ton expérience au Krebs, d'abord. Donc, tu rentres au Krebs. Tu viens de me dire que tu fais comme tu penses que c'est un souhait.
Mais finalement, Ouais, c'est sérieux. durant les détections du Krebs, ouais, moi je pensais vraiment que j'avais pas encore pris toute la notion du truc, 2 ans, internat, etc., Ok. possibilité de partir en France, etc., etc. Ouais. Parce que à ce moment-là, ça, le basket, je prends pas le basket au sérieux encore. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment juste un loisir, un sport que je viens de commencer, parce qu'en vrai, ça faisait un an et demi que je joue au basket. Oui. Et du coup, détection Krebs, je suis pris. Là, on s'entraîne tous les jours. On est à l'école, on va dire à mi-temps. Je me rappelle, on était au collège de Boirico aux Abîmes. Et voilà, hein, tournoi interzone, TIL, TIS, Ouais. etc. Guy Margois, pour ceux qui connaissent. Bon, moi je me souviens de toi, j'ai l'impression que tu domines un peu le jeu, finalement. Je sais pas, tu as mis dans ton ressenti, mais finalement, tu es à l'aise dans ton sport. Tu Ouais. vois, tu as des capacités autres que certaines personnes à cette époque-là. Est-ce que tu avais ce sentiment-là? Je le voyais pas encore spécialement comme ça. Je pense que la différence que j'avais, c'était le joker que je vais même dire le joker. Le joker que j'avais, en fait, c'était mon nom. Oui, C'est-à-dire que je ne sais pas si les autres joueurs du Krebs, mis à part, tu vois, des gars qui viennent vraiment de famille basketball, par exemple Scotty, ouais, David, oui. tu vois, mis à part ce type de joueurs-là, je ne sais pas si les autres joueurs s'entraînaient vraiment sérieusement en dehors du Krebs. Et toi, tu le faisais? Ouais, moi, on faisait ça de ouf, hein. De même, je sais pas si t'as parlé avec si Bruno t'a parlé de comment il a commencé, etc., des entraînements à l'époque, etc. Il m'a dit que vous étiez souvent chez lui, chez JM Kouchi. Ouais. Et que vous étiez à fond basket, quoi. C'était... Ouais, c'est chez à l'époque même avec Emric aussi, Emric, Bruno, ouais. etc. Chez JM, c'était on mangeait, on respirait. Pareil, pour donner un exemple, je suis droitier. Ben, tu vois, depuis l'âge de 13-14 ans, JM il nous a fait manger avec la main gauche. Me brosser les dents avec la main gauche. Juste pour pouvoir travailler la main gauche, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Juste pour que ça rentre dans ton quotidien. Mais et donc il avait envie de vous faire de vous des machines de guerre ou quoi? Il avait Je pense un que objectif. ouais, il avait un objectif. Après, je pense que JM il avait déjà aidé une ancienne génération à partir en France, etc. Donc lui, il connaissait déjà un peu le système. D'accord. Le système français, on va dire ça comme ça, comment ça se passe. Et il devait certainement connaître aussi à l'époque, on va dire, les lacunes que le sportif guadeloupéen rencontre quand il arrive certainement en métropole, etc., etc. Donc il nous faisait travailler différemment. Ça c'est clé de dire ça à cette époque-là. Parce que bon, on avait des modèles, hein, tu vois, Mike Petrus, tout Bien ça, sûr. mais Là, d'avoir les quelqu'un. modèles, là tu parles du must. Mike MP, Oui. j'ai la balle, etc. Ouais, Johan. mais toi, tu vois, toi, t'as JM Kouchi, pardon, moi j'ai personne, tu vois. J'ai que Mike Petrus, donc c'est un step au-dessus. Donc d'avoir quelqu'un d'aussi proche de toi qui te montre en fait la voie. C'est clé. la différence, elle est là, c'est-à-dire que tu vois là tu dis t'as Mike Petrus, mais Mike Petrus n'était pas avec toi au quotidien. Non, pas du Tu tout. vois, Pas du tout. elle est là la différence. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que tu vois JM au final et jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est pour ça que je pense que JM a pu développer pas mal de joueurs, en tout cas développer au niveau guadeloupéen pour pouvoir leur permettre de partir en métropole, en centre de formation, etc. etc. D'accord. Est-ce que tu penses que le Krebs forme vraiment des champions? Est-ce que tu penses que passer par le Krebs, c'est bénéfique pour ensuite la vie d'un sportif d'après? Je pense qu'en Guadeloupe, passer par le Krebs, c'est bénéfique. Oui et non, je veux dire pourquoi. Je pense que c'est bénéfique parce que tu es au quotidien. Comment on peut dire ça? Tu es au quotidien chouchouté, tu es vraiment dans une bulle, un peu comme si tu étais à l'INSEP, en version miniature, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc tu es déjà un peu habitué à. Ce style devient un peu centre de formation. Tu vois, Ouais. tu vas à l'école, basket, Ouais. muscu, piste, etc., physique, nanana. Alors que lorsque tu seras dans ton club en Guadeloupe, tu vas t'entraîner peut-être autant de fois, hein. Je sais pas combien de fois les clubs ici s'entraînent, tu vois, mais certainement 3-4 fois par semaine. Ouais. Tu vois, Au max. tu peux progresser de la même manière, mais tu progresseras en club aussi bien que tu progresseras au Crête, seulement si dans ton club tu as des gens qui sont passionnés. Et est-ce que c'est le cas? Ça, je sais pas. Ça, je peux pas parler pour les gens, est-ce qu'ils sont passionnés ou pas. Mais si tu as des gens qui sont passionnés, et quand je parle de passionnés, tu vois, automatiquement j'ai en référence un mec comme Jean-Marie Kouchi, tu vois, des passionnés du basket. Avec ces mecs-là, ça, tu vas progresser. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai vu pas mal de mecs qui, au niveau cadet, en sortant le niveau qu'ils avaient, pas en cadet, on est minime quand on sort du Krebs, mais le niveau minime en sortant du Krebs, de certains minimes
qui sortaient en club qui allaient être cadés, ils étaient aussi bons que certains mecs qui sont au Krebs. Il y a des mecs qui étaient au Krebs qui étaient moins bons que certains mecs qui étaient en club. Ouais, et moi j'ai vu ça, je vois exactement de quoi tu parles, je me demande comment c'est possible. La passion. Ok. C'est tout. En vrai de vrai, c'est la passion. Parce que tu peux être au Krebs parce que tu as des qualités physiques, tu es un peu plus grand, mais ça veut pas dire que tu aimes le basket. Ouais. Tant que ça, tu vois ce que je veux dire. On voit le potentiel en toi, mais est-ce que c'est à toi de tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce que même au final, sur la génération 93 du Krebs, cette génération, j'allais t'en parler même. tu vois, sur cette génération, en vrai de vrai, et même je vais parler anti-Guyane, tu vois, sur cette génération-là, sur notre génération, aujourd'hui, ils sont 3. Je parle des 93. Aujourd'hui, ils sont 3 à jouer. Nomme les gars qu'il y a. Et si tu regardes bien les 3, c'est ceux qui avaient le plus de potentiel, en vrai de vrai. Livio Jean-Charles, Ouais. Guyane, qui joue je crois, j'ai vu, il est en Russie, un truc comme ça, actuellement. Gilles Noël. Gilles. Ouais, j'ai des nouvelles, il s'est marié, je suis dans le Gilles. Ouais, il s'est marié il n'y a pas très longtemps. C'est marié, shout out fucking Jill, man. Et Yanis Morin. Gilles, tu vois, Yanis Morin, qui est au Japon, je crois. Ouais, on a signé. Yanis, Gilles, Livio. En Guadeloupe, personne. En Guadeloupe, alors, personne. Vous avez fait votre carrière, les gars. Oui, en Guadeloupe, tu as quand même eu, sur la génération 93, tu as quand même eu qui ont joué, tu as certains qui ont joué quand même en N2, N1. Ouais. On a joué quand même à certains niveaux quand même. Mais sinon, tu vois. Pourtant, vous aviez une team en fait. Hein. Quand tu regardes maintenant, tu vois. Pour le niveau anti-Guyane. Mais on va parler plus 93-94. Parce que 92, I don't quite remember. C'est pas mais 94, tu vois, là c'est pas la même chose, tu vois. Mais t'as David qui est sorti du lot. T'as Titi aussi qui a fait son Thierry truc. qui fait son truc en Guadeloupe. C'est un stage shout-out Thierry, on va connaître, c'est mon fils. et 94, Titi, David. Ouais. Tu vois, genre, ouais, en fait. J'ai oublié chez les 93, Jessie a joué un peu aussi. D'accord, Cantino. Jessie Cantino. Il a joué aussi un petit peu. Ouais. Ok, bon. Scotty aussi un peu joué. À Porto Rico. Porto Rico, ouais. Le Krebs, je dois passer un petit moment dessus encore parce que c'est la base entre notre histoire à nous quand même. Bien sûr. Quelles ont été des conneries que tu as fait au Krebs, s'il te plaît? Dis-nous. Je ne peux pas tout dire. Mais si, alors, il y a l'une des dernières conneries qu'on a fait, c'était, je crois, l'avant-dernier soir. De quoi? Moi, je grave Poucave, je vais nommer les noms. J'étais avec Kaladja, Jean-Eudes. Attends, Kaladja, Jean-Eudes, je crois. Il devait avoir 2-3 mecs de l'athlé. On est allé dans la piscine. Mais tu te rappelles, la piscine, il y a les barbelés comme ça là. Ouais. On a enjambé. Mais j'ai une cicatrice encore, je crois. J'ai une cicatrice sur la cuisse, des barbelés ça a attrapé ma cuisse, laisse tomber. Bon, Samira, tu as entendu? On se demandait qu'est-ce que Jordan faisait de ses soirées. Qu'est-ce que tu faisais de tes soirées, frère? T'étais interne. Après là, tu vas t'entraînement, tu manges, ensuite tu as ton temps libre et ensuite tu vas dans ta chambre. Qu'est-ce que tu faisais là, frère? T'étais où, hein? Tu faisais quoi? Franchement, pour être honnête, c'est soit j'étais dans ma chambre, j'étais en date? Non, j'étais en chambre avec Livio. Avec Livio, je suis dans le drive, moi pour être free. Et si c'était pas ça, j'étais avec une meuf. En vrai de vrai. Ah, je suis interviewé de laquelle, mais je m'en fous, frère. Oh non, on va pas faire ça. Tranquille. Bon, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu penses? J'ai envie de savoir ton avis sur ça, parce que moi j'ai mes avis, mais j'ai envie de savoir les tiens. D'abord là, l'école dans le campus, tu vois, parce que finalement, certaines personnes disent que parce qu'on prenait le bus, on était un peu dispersés, on n'était pas assez assidus sur l'école. Maintenant qu'il y a l'école dans le Krebs, tu vois, ils sont encadrés, mieux encadrés, c'est un peu comme l'IMSET. Alors que moi je trouve pas, je pense qu'on allait à l'école, on faisait nos trucs. On était bon à l'école aussi, tu vois, moyenne, et on rentrait chez nous, on faisait notre sport. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, moi je pense que, alors, c'est pas les mêmes générations, le temps il a évolué. La Guadeloupe a un aspect, la Guadeloupe a toujours eu son aspect violence, délinquance, etc. Tu vois, même quand on était au collège à Moripo, on a vu plein de trucs qui se sont faits, tu vois.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu. Ça joue dans une autre ligue, j'ai l'impression, tu vois. Donc je ne sais pas si. Franchement, ça fait peser la balance, je trouve. D'accord. Ouais. Tu vois, Le fait que ce soit différent. surtout quand tu sais où le collège est situé, la cité à côté d'en face, etc., tu vois. D'accord. Je sais pas s'ils étaient toujours censés aller à Boiripo ou si certains allaient au Rézé juste derrière. Mais je pense que c'est une bonne chose, D'accord. franchement. Après le Krebs, excuse-moi, continue. La seule différence, c'est ils auront jamais l'expérience de vivre le Krebs comme nous on l'a vécu. C'est C'est-à-dire ça. la possibilité d'aller voir d'autres personnes dehors, etc. Franchement, pour moi, j'aurais préféré aller au collège. À l'extérieur. Ouais, on voit plus de monde. C'est un peu la vie du Krebs, c'est sûr. C'est ça. Après le Krebs, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu fais le circuit logique. Ouais, le circuit centre de classique. formation. Ouais, circuit classique. Hein. Après le Krebs, je pars 2 ans. Mes 2 premières années cadet au centre de formation de Chaland, en Vendée, en cadet France. Derrière, sur la 2e année cadet, dans ma poule, j'ai le Paris-Levallois, Nantes, Cholet. J'avais été performant contre ces centres de formation là, ça à l'époque, je me rappelle. Et du coup, à la fin de ma 2e année cadet, en fait, j'ai des propositions pour aller à Cholet, pour aller à Paris, et Paris-Levallois, parce que maintenant il y a Paris Basketball, non. Faut dire Ouais. Paris-Levallois, qui est les anciennes métropolitaines, je crois. Et Nantes. Et du coup, je suis allé à Paris. J'ai fait le choix Paris parce que déjà, on m'avait, entre parenthèses, garanti les entraînements tout le temps avec l'équipe Espoir. Ok. L'équipe Espoir. Paris, j'ai de la famille sur Paris. Même quand tu veux prendre un vol, etc., pour entrer en Guadeloupe, par exemple, c'est beaucoup plus simple quand tu es sur Paris. En fait, donc, il y a plein... Quand j'ai pesé la balance, je me suis dit, bon, en vrai, Paris, c'est le meilleur choix, et j'ai choisi Paris. Et j'ai bien fait d'ailleurs, parce que je suis champion de France l'année d'après. Oh, nice. Ouais. Alors, tu me dis qu'au Krebs, tu vois, tu voyais le basket comme un peu un souhait, un détente. Ouais, au Est-ce que début. à ce moment-là. Non. Alors, pendant le Krebs, après le Krebs, ensuite, ça change de mentalité. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et donc, tu arrives en France, là, les choses sont sérieuses. Ouais, tu bien vois. sûr, Comment tu as switché ta mentalité? Est-ce que t'es. Mais en fait, j'avais pas vraiment à switch la mentalité parce que c'est une mentalité que j'avais déjà quand j'étais en Guadeloupe. C'est-à-dire, tu vois, j'ai vu le Krebs comme un souhait quand on me dit de venir faire une détection. Ouais. Mais après, quand je passe au MBC et que je m'entraîne d'une autre manière, Ok, oui. j'aime m'instruire une éthique de travail, etc. Là, le basket, je le vois différemment. D'accord. Des souvenirs de cette époque, tu travaillais sur quoi exactement pour peaufiner ton game à ce À moment-là? quel moment Chaland. À Chaland, quand j'étais en cadet? Ouais, exactement. Mais en fait, là déjà, tu découvres, parce qu'avant de, on va dire, t'entraîner sur tes points faibles, etc., Ouais. je viens d'arriver en France, donc déjà, t'as aucune barrière de langue, on va pas faire genre, on parle pas français ici. Il n'y a pas de barrière de la langue, mais t'as entre parenthèses la barrière, tu vois, la température, le fait que ta famille soit pas là, etc., etc. Donc tu vois, c'est pas non plus simple, tout simple. Tu vois, je vais pas dire non plus que c'est super difficile parce que c'est propre à chacun. Chacun va vivre son expérience d'une manière différente. Pour moi, en soi, sachant que j'ai de la famille C'est ça, en c'est ta France, famille, frère. c'est pas très. Je veux pas dire que je me suis senti trop dépaysé. Même si j'étais en Vendée, tu vois, je pouvais prendre des week-ends, des fois aller sur Paris si j'avais pas match, etc., etc. Ouais. Pour ceux qui savent pas, ma mère est de la Guadeloupe, mon père est du Bénin. Tu vois. Donc ça va, j'étais pas trop dépaysé. Mais c'est sûr que t'as le manque du pays, t'as tes parents que tu vois pas, tes potes, tes amis, etc. Et une manière complètement différente de s'entraîner. Tu vois. Ouais. Donc tu t'adaptes déjà à ça. Et après, quand tu es adapté à tout ça, là maintenant, tu joues etc. Mais franchement, mes 2 premières années KD France sont super bien passées. Et tu te dis là, je peux faire un truc dans le basket. J'ai envie d'aller plus loin, plus haut. Ouais, je me suis vraiment dit que je commençais à être pas mal de ma 2e année cadet. C'est-à-dire ma première année cadet, tu vois ça, je suis encore un peu, comment dire ça, un peu en observation, genre. Tu vois, je suis encore un peu en observation. Oui. Adaptation de la Voilà, vie, adaptation, tu du vois. pays, de tout ce qui se passe Après autour. la 2e année, ouais, ça s'est beaucoup mieux passé, baskettement parlant. Mais tu as quand même connu la métropole assez tôt, puisqu'on a eu l'occasion de partir. Tu as eu l'occasion de partir tout ce qui est tournoi interzone et tout, tu vois. Tout ça, ouais. Donc tu as eu l'avant-goût de tout ça. Ouais, bah, tu voyais tout de suite que... C'est-à-dire que le jeu en métropole, comparé au jeu en Guadeloupe,
les mecs, on peut les jouer les yeux dans les yeux. C'est pas le problème, il n'est pas individuellement, tu vois. Le problème, il arrive plus sur le IQ, la compréhension du jeu. Tu vois, pour le jeu. Alors, je dis ça maintenant. Hein. Je dis ça avec comme si j'étais à l'époque, tu vois. Ouais. Mais t'arrives, les systèmes sont un peu plus complexes. Ouais. Tu vois, les coachs parlent un peu plus vite. Oui. T'as l'impression que c'est pris un peu plus au sérieux. Ça ne veut pas dire que le Guadeloupéen ne le prend pas au sérieux, hein, mais c'est dans une autre dimension. Et tu le sens tout de suite. Après, tu es en centre de formation, etc. Les mecs sont censés devenir pro, même si on sait très bien que, n'oubliez pas, c'est 1% qui finissent réellement pro. Même si tu es en centre de formation, ça ne veut pas dire que tu vas finir pro forcément. C'est sûr. Et pourquoi, alors, tu vois, c'est clair ce que tu me dis, c'est qu'en France, aux États-Unis, comparé à chez nous en Guadeloupe, tout de suite à l'âge très jeune, ils comprennent plus vite. Tu vois, le développement est plus rapide. Ouais. Or que Guadeloupe, terre de champion en vrai, tu vois. On a cette culture sport. Je ne comprends pas pourquoi on est finalement à la ralentie et derrière sur juste, tu vois, compréhension du sport et tout ça, quoi. Quel est ton ressenti là? Parce que moi, c'est une question que je me pose souvent. Le sport en Guadeloupe n'a pas la même place que le sport aux États-Unis, par exemple. Je donne un exemple très simple. Un parent en Guadeloupe, par exemple. Un parent en Guadeloupe, l'école c'est gratuit. Donc un parent en Guadeloupe, si son fils veut faire un sport, fille ou garçon veut faire un sport, bon, si elle peut se permettre de payer la licence, elle va payer la licence, l'enfant va faire du sport, sans plus. C'est-à-dire ça reste dans une vision loisir. La différence aux États-Unis, c'est que l'école c'est payant. Et pour une bonne partie des Américains, pas les Caucasiens, hein, même si ça ne veut pas dire qu'un blanc peut pas être dans le hood aussi, tu vois. Mais aux États-Unis, un parent, il a un enfant. Le parent déjà, il n'a pas encore fini de payer le prêt de lui quand il était à l'université. Il travaille encore pour ça. Donc automatiquement, le sport te permet d'avoir une full scholarship qui fait que tes années d'université, etc., tu ne vas pas spécialement les payer. Donc le sport, c'est vital hein, aux États-Unis. Ouais, c'est une opportunité de se dire que je vais m'en sortir dans la vie, en fait, entre guillemets. On va dire ça comme ça. C'est pour ça qu'aux États-Unis, très tôt, on met les enfants, on fait les gamins faire du sport, on les entraîne comme s'ils sont censés. Et toi, tu vas aller où? Tu vas finir en NFL, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, mais très tôt, c'est pris au sérieux. En Guadeloupe, c'est pas ça. Parce que la vision du sport n'est pas la même. Et en France, c'est pas la même. Non, mais parce qu'on est sur le système français. Voilà. Pourquoi en France, il y a peut-être, on va dire, plus de réussite, peut-être peut-être les infrastructures, et peut-être la formation qui est peut-être un peu meilleure, mais sinon c'est tout. Hein. Sinon, entre la France et la Guadeloupe, c'est pareil. Ouais. Pourtant, on sort tellement de champions. Après tes années de formation, parle-nous de tes années professionnelles. Donc, tes 5 ans à Levallois. Ouais, en fait, déjà tu as les 3 années espoirs. Après les années cadets, tu as les 3 années espoirs, etc. Champion de France, etc. Après, je finis ma dernière année espoir en 2014. 2015, je devais signer à Orchy. Ça s'est pas fait. Je me rappelle à Orchy à cette époque-là, d'ailleurs, tu avais 2 autres Guadeloupéens, Erwan André et Rodrigue Mels. Ils étaient à Orchy en Pro B. Oh, au même moment. Ils ont joué ensemble? Ouais. Oh, nice. Ouais, ils ont. Ouais. Ok. Ils ont joué une ou deux saisons. Je sais plus si Rodrigue était resté assez longtemps là-bas. Mais ouais, je devais signer là-bas, ça s'est pas fait. Et derrière, je signe à Roy en N1. Roy. Ouais, Roy Malmaison en N1. Je fais 1 an. Après la deuxième année, moi je veux beaucoup plus de temps de jeu, etc. Mais bon, c'est pas fait. Et j'ai Poissy en N2, juste à côté, qui me propose de jouer, de venir shooter tous les tirs, de prendre tous les tirs que je veux, il me donne un bon billet. Je dis vas-y. Parce que j'avais vraiment envie de jouer en fait, tu vois. Là, ça faisait déjà 2 ans que j'avais joué vite fait en N1, etc. J'avais vraiment envie de jouer. J'ai joué, après je suis parti en Allemagne. Mais c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu joues pas à ce moment-là? Choix du coach. Parce que je lave à l'entraînement. J'en doute pas. Je lave à l'entraînement. Je dirais choix du coach. Tu as les joueurs qui, du 5 à cette époque-là, c'est les vieux briscards de N1, les mecs qui sont dans N1 depuis longtemps, etc. Ok. Donc je pense que ouais, choix du coach. Hein. D'accord. Est-ce que tu regrettes cette partie de... Non, parce que
en vrai avec le temps, je me dis que ce que tu peux pas contrôler, en fait, tu peux pas regretter. Tu ne pouvais pas contrôler ça. Ouais. Parce que tu pourrais toujours te dire, ouais, si j'avais ci, ça, mais en vrai, ça change rien. Non. Pardon. En fait, je me dis, je regrette pas. T'as beau travailler, tu vois, t'as beau avoir une bonne santé mentale, un bon état d'esprit, à l'entraînement, tu encourages, tu as une bonne humeur, mais quand tu vas pas faire jouer. Parce que X raison ou parce qu'il... Parce que le joueur plus expérimenté, plus vieux, etc. C'est mon histoire à Monaco, cette année, ouais, Jo. Et encore, toi, ça t'arrive à quel âge? Ça m'arrive à quel âge? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À cet âge-là, non. C'est bon. À cet âge-là, moi, le coach, je lui parle les yeux dans les yeux à ce moment-là. Ça, on a plus. C'est pas qu'on a. Là, je te parle d'une époque, j'avais 20 ans. Tu vois. C'était il y a 12 ans en arrière. Ouais. Ça fait, il y a un bail. Ok. D'accord. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Du coup, on a un peu fait le tour de ta carrière, ton basket et tout. Tu penses quoi concrètement du système basket français? Moi, j'ai une formation américaine forte. Ouais. Je prône le basket américain, je prône les États-Unis dans le sport. Je trouve qu'en France, c'est structuré, mais d'une façon où c'est pas logique et c'est pas fair. Tu vois? Qu'est-ce que tu penses du basket du haut niveau? Qu'est-ce qu'il faut en plus autre que le talent pour réussir? Pour toi, selon toi? Je pense que l'élément clé, bon, mis à part avoir le talent et bosser, etc., ça, tout le monde le sait, mais l'élément clé pour moi pour réussir, et même c'est ce qui m'a fait défaut, je pense, c'est la seule chose qui m'a fait défaut, c'est la confiance en soi. What you mean? Confiance dans ton basket, en fait. C'est-à-dire que tu travailles, tu sais que tu travailles d'une certaine manière super acharnée sur tes atouts, etc. Joue ton basket, en fait. Et toi, t'avais pas ça, tu penses? Non, j'avais pas ça, tu vois. Et si je devrais donner l'exemple, j'ai 2 exemples qui sont très qui ont joué leur basket et tu vois, ça a toujours fonctionné. C'est des petites paris. Hein. C'est qui, pardon? Sylvain Francisco, les meneurs d'équipe de France. Ok, Sylvain d'accord. Francisco, Nadir Ifi. C'est-à-dire, c'est des gamins, ils ont commencé à jouer, ils ont eu un certain style de jeu, etc. On leur a dit non, tu peux pas jouer comme ça, on a essayé des shutdowns, on va dire ça comme ça. Mais les mecs, ils bossent. Et ils savent sur quoi ils bossent et ils savent sur quoi ils sont bons. Et tu les fais rentrer, ils jouent leur jeu. Ouais. Les joueurs qui sont très très bons là-dedans, qui n'ont jamais laissé, on va dire, Alors tu peux être coachable, mais faut pas non. Mais faut que tu saches quel genre de basketteur que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire, si tu sais que tu es. Sans non plus être delusional. Oui, parce que parce que t'as aussi des mecs, tu vois, qui devraient rester en bas de la raquette faire des hooks, mais ils pensent qu'ils sont des extérieurs. Ça, c'est leur problème, ça, pour certains. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu sais quel genre de basketteur que t'es, etc., joue ton jeu, en fait, tôt ou tard. Ils seront obligés de te laisser. Si tu mets, tôt ou tard, ils vont être obligés de te laisser jouer. Et tu vois, des mecs comme ça, un mec comme Evan, tu vois, grosse confiance en soi. Un mec comme Evan, tu peux pas le... Même quand il était à New York, là, tu peux penser qu'il était dans son esprit. Il sait s'il rentre, il sait ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'il sait faire. Et je pense que ça, c'est très, très... Surtout... Alors, la formation américaine est différente. La formation américaine va te pousser à l'avoir. Tu vois? La formation américaine, tu dois avoir confiance en toi. Tu montes sur le terrain, tu as déjà confiance en toi. Et même si tu l'as pas, tu vois, c'est tes coéquipiers, mec, ils vont dire, mais talk your shit. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent en France. Ouais. Tu vois, en France, c'est vraiment comment on dit ça? C'est vraiment un combat constant en fait. Rester, parce que franchement, la formation française, et ça commence à changer. Ça commence à changer parce que le basket évolue en fait, tout simplement. Ouais. Aujourd'hui, je pense que je préférerais la formation française maintenant que celle d'il y a 10-15 ans. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais beaucoup plus préféré jouer aujourd'hui. En centre de formation, tu vois, j'aurais aimé revenir. On me dit, ouais, si j'avais une machine à remonter le temps, je veux revenir à cette époque-là. Ouais. Moi, je pense que parce que ils ont pris exemple un peu sur les États-Unis aussi, tu vois. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Et tu as vu combien de gens qui partent aux États-Unis? Ils n'ont pas le choix. C'est ça en fait. La Fédération française de basketball n'a plus le choix. Tout simplement. Parce que qu'est-ce qui va se passer?
Je vais dans un centre de formation, tu essaies de me faire jouer je vais dans un centre de formation, ah non, et tu vois, aujourd'hui, comme on dit en créole là, caca et un chaud d'eau. Là, quand t'as des gamins qui ont 22-23 ans, ça fait 3-4 ans que les mecs ils jouent en Pro A. Avec, bon, ils viennent d'être pro, etc. Ils ont des petits salaires, etc. Et les mecs ils vont signer en millions, à 800 000 $ aux États-Unis. C'est ça. Vous êtes là aujourd'hui là? Get on board. Non, mais là, le système français, ils sont dans une impasse là. Là, ils sont dans une vraie impasse. Ils n'ont pas le choix. En parlant des États-Unis, je me souviens que tu avais aussi l'opportunité d'y aller, toi. Je me souviens plus le nom. Saint John, un truc comme ça, non? Non, alors il y avait Saint John et j'avais eu l'opportunité. Saint John, c'est New York. New York, ouais. New York, ouais. Et à l'époque aussi, après ma première année espoir, j'avais aussi l'opportunité de partir. Mais j'avais déjà signé un contrat à Paris et on m'expliquait j'allais être redshirt, j'allais pas jouer, etc. Après j'ai dit ouh là là. Mais ça c'est pas grave ça, Joe. Ouais mais t'as pas toute cette connaissance là à cette époque là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avec le recul, je pense qu'après ma première année espoir, je pense que je serais parti. Avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est pas pareil, tu vois. Et est-ce que, c'est ça ma prochaine question, c'est est-ce que tu aurais dû y aller? Est-ce que, on parle pas de regret parce qu'on a un âge où on est déjà en action, mais tu te dis, mince, j'ai raté le coche. Alors je pense que je serais parti, avec du recul, je serais parti parce que aux États-Unis, il n'y a que aux États-Unis où tu as l'opportunité de continuer à jouer un bon basket d'un très bon niveau tout en finissant tes études universitaires, c'est-à-dire avoir ton degree, etc., etc. En France, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, en France, c'est pas possible. Pour donner les mains. Moi, j'ai un très bon exemple. Tu vois, quand je suis à Paris-Levallois, après le bac, je m'inscris à la fac de Nanterre pour faire une licence assistante gestion PMI-PME, à l'époque, je me rappelle. Sauf que le coach de l'époque, Christophe Denis, il me voulait aux entraînements des pros. Ok, cool, etc. Donc je m'entraîne avec eux, tout ça. Sauf que pour ceux qui sont allés à l'université, ils savent que le mercredi, t'as TD. Si t'en loupes 3, ton trimestre il est mort. L'année est morte en fait. Okay. Et j'ai commencé à faire les déplacements avec l'équipe pro sur ma deuxième année espoir, sur les matchs de Coupe d'Europe. Donc les matchs c'est les mercredis, on partait des fois le mardi, tu vas jouer en Allemagne, tu vas jouer en Italie, etc., un peu partout, en Europe. Et du coup mon année universitaire elle était morte en fait. Donc en fait, après je suis resté avec les pros, etc., je m'entraînais avec eux tout le temps, mais t'as pas l'opportunité dans le système français d'allier sport et études au haut niveau comme aux États-Unis. Je peux pas. Et c'est dommage. Je sais pas pour maintenant. Mais non, tu peux pas. C'est la même chose. Le coach, tu signes au contrat. Le coach, il veut que tu sois là. Toi, tu es entre la muscu le matin dans une salle. Il faut faire des kilomètres, revenir. Non, tu peux pas allier sport et études après ton université, après le lycée. En France, ce qui est dommage. Mais il y a certains qui le font et je vous encourage à continuer à le faire parce que le sport, c'est éphémère un peu un moment. Ouais, bah oui, ouais. Et à un moment, ça s'arrête. Tu parlais aussi de facteur chance dans le sport. Ouais, bah tu dois l'avoir, le facteur chance. C'est-à-dire, il y a pas mal de choses qui doivent être réunies quand même pour réussir, je pense. Il y a un facteur chance, c'est-à-dire, bien évidemment, il faut avoir l'opportunité que le coach va te donner. Le jour où il te donne l'opportunité, il faut que toi, tu puisses la saisir. Ça, c'est autre chose encore. Parce que l'opportunité, tu peux l'avoir, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Et quand on sait comment la formation française elle est, on ne donne pas beaucoup d'opportunités. Beaucoup plus maintenant parce que je pense que le système américain met beaucoup de pression sur le système français. Donc ils sont obligés maintenant de faire les prospects ou les jeunes qui sont, on va dire, qui sortent au-dessus du lot, de jouer. Ils sont obligés de les faire jouer maintenant. Parce que sinon les mecs ils vont se barrer. Donc ils sont un peu obligés, mais je pense qu'il faut avoir de la chance quand même. Et moi je rajoute dans tout ça pour réussir au niveau, c'est l'accompagnement. Accompagnement mental, tu vois, et accompagnement... C'est pour ça que je parlais des agents. Oui, aussi, attends. Mental... Parce qu'il y en a, c'est des vrais bons espoirs. Physique. Ouais. Et accompagnement légal, je sais pas comment tu dis ça, mais genre... Ouais. Quelqu'un qui t'accompagne dans les papiers et dans la procédure. Toi, t'as eu quelqu'un en qui t'as pu faire confiance dans ta carrière? Non. D'accord. Tu vois, moi j'ai toujours eu cet accompagnement-là, c'est-à-dire j'ai toujours eu quelqu'un, en tout cas j'ai toujours eu quelqu'un, je sais si je voulais parler basket, etc., quelque chose n'allait pas, etc.,
je savais que j'avais au moins une personne, tu vois, qui aurait pu comprendre comment ça se passe, etc. Bon, bien évidemment, il y a mes parents, mais bon, mes parents n'ont pas toute cette connaissance du business basket. C'est ça. On va dire ça comme ça. Mais mon oncle, ouais. D'accord. Et Après, bien évidemment, après, j'ai eu des agents, etc. t'as jamais voulu faire une carrière d'agent, toi? Non. Ouais. Ouais. T'es pas un escroc, toi, de la vie, en fait, c'est ça? C'est même pas une question d'escroc, parce que je pense qu'il y a quand même il y a de bons agents, tu vois. J'ai des bons retours quand même. Enfin, j'ai pas mal d'amis à moi qui jouent au niveau, qui sont satisfaits de leurs agents, etc. Mais t'as quand même cette impression que dans ce monde d'agents, tu vois, t'as beaucoup plus de mauvais agents que de bons agents. En termes de quoi? En termes de quoi? Mais en fait, c'est quoi un bon agent? Un bon agent, pour moi, je vais répondre, ensuite je te donne la parole. Pour moi, un bon agent, c'est quelqu'un qui fait tout, donc qui englobe toute la partie mentale. Nouveaux agents, on parle pas de... Parce que oui, mental, contrat et bien-être, en fait. Tu vois, tu peux pas juste me dire... Alors, peut-être que c'est pas un agent, effectivement. Je suis en train de réfléchir à ce que je dis. C'est pas ça un agent. Peut-être que tu as un assistant, finalement. Mais un agent, normalement, il a cette partie où il te protège de toutes les conneries qui peuvent se passer, tu vois. Et l'agent sait très bien que pour performer et pour te rapporter de l'argent, il faut que ton joueur soit bien mentalement et bien dans ses baskets, quoi. Ouais. Donc ne demande pas à quelqu'un de faire des milliers et des cents, de mettre 20 points par match, si tu sais que là où tu m'as mis dans le club positionné, c'est pas bon en fait. Je vais pas pouvoir. Ouais. Tu vois, je vais pas pouvoir. Pour moi, c'est ça un agent. C'est que je pense qu'ils devraient un peu changer et améliorer leurs compétences sur le fait de vraiment accompagner tout le monde. Tu vois? C'est quoi un agent pour toi? Pour moi, un agent, ce serait quelqu'un qui, avant de faire passer ses intérêts personnels, fait passer les intérêts du joueur. Après, pour le côté bien-être, santé, etc., je sais, c'est pas spécialement le job de l'agent. Par contre, l'agent peut avoir l'intelligence de sous-traiter. Par exemple, un coach personnel pour... comment on dit ça encore? Coach personnel pour coach mental, ouais. Il y a un autre, oui, je vois ce que tu veux dire, voilà. Enfin, pas de mots. Un coach mental, tu vois, etc. Ouais. On voit ce que tu veux dire. Voilà, pour le mental. Voilà, donc l'agent derrière peut sous-traiter des professionnels pour pouvoir travailler. Par exemple, l'agent peut aller voir un coach physique, etc. pour pouvoir, durant le off-season, le faire bosser, etc. Tu vois. Mais sinon, l'agent, sa mission principale pour moi, c'est les intérêts du joueur, contractuellement. Oui. Et placer le joueur dans les meilleures conditions en fonction du jeu du joueur, etc. Parce que bon, si tu vas dans une équipe, après bien évidemment c'est concerté avec le joueur, si tu vas dans une équipe et tu sais que tu ne vas pas jouer, en tant que joueur, c'est différent. Il faut être prêt mentalement pour ça. Il faut être prêt. Maintenant, si tu vas dans une équipe, ton agent t'a pas dit, mais en fait tu vas pas vraiment jouer, tu vas devoir... C'est pas pareil, tu vois. Et là, à ce moment-là, l'agent, il a fait un mauvais job. Pour moi, un bon agent, c'est un agent qui est transparent. On va dire ça comme ça. La transparence. Ok. D'accord. Pourquoi t'as arrêté le basket si tôt, finalement, jour? C'est quoi ton histoire En fait, si tu veux, pourquoi j'ai arrêté le basket si tôt, alors? On va dire, ouais, tôt, oui et non. Mais 2018, j'étais en Allemagne, parce que j'ai joué 3 ans en Allemagne aussi. Oui. Bonne expérience d'ailleurs? Lourd. Franchement, moi j'ai bien kiffé. Apprendre une autre culture, même respirer un autre air que l'air de la France. J'étais fatigué avec la France aussi. Mais franchement, c'était cool aussi de jouer un autre basket, d'avoir un autre rôle aussi, parce que là, t'as un rôle en tant qu'étranger. Donc, c'est cool aussi de jouer, pas pour tout le monde, mais c'était cool de jouer sous pression. C'est-à-dire, j'étais obligé de performer, et avoir cette petite pression supplémentaire là, c'était cool aussi, parce que c'est un peu une battle contre toi-même en fait, tu vois. Tu te bats contre toi-même, tu vois, t'es obligé de... Et t'as aimé ça? Pas tout le temps, mais c'était cool. Parce que quand tu perds... Ben oui. C'est chaud. Non, en fait, je te garantis, en fait, quand t'as déjà goûté à ce rôle d'étranger là, tu te dis, ah ouais, les carrés quand même en France aussi, je comprends. Parce que quand tu perds, c'est ta faute aussi. C'est la faute des étrangers. Oui. C'est-à-dire, c'était jamais la faute des Allemands. C'était la faute des...
Alors j'ai joué 2 ans dans une équipe à Wulfsbiburg et 1 an à Schurzleben. La première année, j'avais une très bonne équipe. On avait 2 Quinry, moi un français, un anglais et un tchèque. Et franchement c'était lourd. Mais franchement en tout cas les 3 années en Allemagne, moi j'ai kiffé. Et en fait si tu veux, j'ai kiffé. Jusqu'à la dernière année, en fait, en 2018, je me fais une rupture de tendon fémoral. Au mois de... Une rupture partielle du tendon fémoral en 2018. En décembre. Ensuite, je suis censé revenir au mois de février. Il y a 3 mois, je ne me suis pas fait opérer. Je reviens et je me répète. Et après m'être répété, là on me dit que ça va prendre 1 an, etc. Après opération, etc. Ouais. Donc je fais l'opération, je reviens, et quand je reviens, c'est le Covid. Donc en fait c'est le Covid qui m'a poussé en fait. Ouais. Ouais, parce que ça faisait déjà techniquement 1 an et demi, une saison, plus une demi-saison que j'avais pas joué, parce que j'étais blessé, je devais revenir, je me suis répété après 2-3 entraînements. Mais je pense que je suis revenu trop vite. Pour moi c'était la première fois, je pense que, pourtant j'ai tout bien fait, etc. Mais je pense que je suis revenu trop vite. Parce que j'ai pas un jeu aussi... j'ai jamais eu un jeu pas explosif, le mec qui va être dans le corner, qui va shooter, etc. T'as jamais eu un jeu calme, j'allais dire, je vais défendre, je vais pénétrer. C'est ça. Je suis pas spécialement un mec qui va tirer beaucoup à 3 points, mais je pull-up, sur mon pull-up, je jump, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc je pense que j'ai recommencé, je suis arrivé et j'ai repris trop fort, j'avais trop la dalle en fait, tu vois, après avoir pas joué, etc. J'avais trop la dalle, en plus surtout que tu as ce rôle d'étranger. Donc je pense que mentalement tu es toujours dans ce truc, tu veux prouver quelque chose, tu veux, tu vois. Et donc tu vois, on parlait d'accompagnement. Là tu étais accompagné là, médicalement? Médicalement ouais quand même. Oui mais mais alors attends, t'as le gars, t'as le kiné qui te dit ok fais ça comme ça, la cheville comme ça, le genou comme ça, mais à côté t'as quelqu'un aussi qui te dit Jo, non, Molly. Mais t'as le rôle de l'étranger. D'accord. Tu vois, en fait t'as le rôle de l'étranger, donc du coup en fait automatiquement si le staff médical a dit qu'il est ok, le coach il veut que tu performes, il veut que tu joues, tu vois, c'est pas... Et du coup, je me suis répété, après tu as eu le Covid qui est arrivé, et pendant le Covid, en fait, pendant le Covid, j'y croyais encore. Ça veut dire, quand le Covid est arrivé, là par contre, mentalement ça allait pas trop, parce que là j'ai commencé à me dire, ça commence à faire 1 an et demi, presque 2 saisons. J'ai pas joué, est-ce que je reprends, est-ce que je reprends pas? Et après il y a eu le côté psycho où je commençais à me dire je psychotais par rapport à ma jambe parce que je me suis répété, c'est pas la même chose. Et quand j'ai repris en fait après le premier confinement, il y a une petite période, il y a eu le premier confinement qui était je sais plus, c'était mars. Le premier confinement en France c'était au mois de mars quelque chose. Mars jusqu'à juillet, c'était comme par ça. 2019 je crois, un truc comme ça. Non, 2020. Sûr, 2020. Covid c'est 2020. Ouais, 2020. Et là tu as le premier confinement, tu as la saison qui va se terminer. Donc l'été 2020, je rentre en Ile-de-France. Mais il faut savoir qu'entre-temps, en fait, j'ai commencé ma reconversion. J'ai commencé ma reconversion, donc j'étais retourné à l'école, etc. Et après, je reviens en France, je m'entraîne un peu, mais je sens bien que ma jambe, c'est plus pareil. C'est-à-dire que là, je sens vraiment que... Je ne veux pas dire que j'ai perdu mon côté athlétique, etc. Mais j'ai senti qu'il fallait vraiment beaucoup de temps avant de revenir au niveau où j'étais physiquement. Oui. Et en plus, en même temps, tu prends de l'âge finalement. Ouais, tu prends de l'âge aussi. Tu vois, à ce moment-là, j'ai 29 ans. Je crois. 29, 30, presque 30 ans. Et je me suis blessé. La première blessure arrive, j'ai 27. Après 1 an et demi, tu vois, à 29, je me répète à 29. Et après, à ce moment-là, j'ai pratiquement 30 ans. Je suis rentré en Ile-de-France, etc. J'avais quelques contacts sur des clubs de N1, N2, etc. Mais ma jambe, en fait, m'a vite fait comprendre. Non. J'ai essayé de après tout ça, j'ai essayé de dunker une fois là. J'ai dit c'est mort. J'ai dit non, c'est mort. Mais je me souviens à ce moment-là, tu faisais aussi beaucoup de muscu. Ouais, parce qu'après... Tu te souviens de cette période-là? Full muscu, frère. Ouais, de ouf. Mais parce que je pouvais faire que ça. D'accord. C'est-à-dire que physiquement, je pouvais faire certaines choses avec ma jambe, mais pas plus que ça. Donc j'allais à la salle, j'essayais de faire du cardio, j'essayais de faire des trucs, mais je reste en forme. Tu regardes toujours du basket? Tu es toujours à fond dessus? Qu'est-ce que tu penses de la NBA en ce moment? Are you watching NBA? La NBA? Yeah. Franchement, depuis dans le corps de métier que je fais aujourd'hui, là, j'ai plus trop le temps pour ça. D'accord. Aujourd'hui, I chase the bag.
Yeah. Donc j'ai plus trop le temps pour regarder la NBA. Je regarde l'Euroleague par contre. Ah ouais? Ouais, je regarde. Oh frère Mais le truc, en fait, la différence, c'est que la NBA, ok, c'est cool. Mais l'Euroleague, c'est les mecs de ma génération qui jouent là. D'accord. Il y a là, les mecs avec qui contre qui j'ai joué, avec qui j'ai joué en équipe aussi, etc. Ok. Tu vois, donc, Oui. ouais, donc ouais, je regarde quand même. Ok. Alors, je regarde pas toutes les équipes, mais tu vois, quand les fesses jouent par exemple, je regardais les fesses, j'ai des gars à moi à les fesses. Quand le Real jouait aussi, je regardais, tu vois, si par exemple le Pana joue, je regardais. Et par le basketball aussi, forcément. On va quand même rester un peu sur la NBA. Ok, pour l'Euroleague. Mais la NBA, je regarde la NBA que pour les playoffs. Pas en saison. En saison, tu regardes pas. Bon, on a un truc en commun. Moi, je serais comme arrivé après, j'avoue. Mais shout out my boy Russ. Ouais, for sure. Russ. Why not? Comment t'as aimé ce joueur? Parce que, ouais, finalement, votre jeu se ressemble un peu finalement. En termes d'intensité, tu vois. Ouais, pourquoi j'ai aimé ce joueur-là? Parce que, encore, tu vois, quand on parle de culture basket, tu vois, mon oncle JM m'a toujours dit, regarde des joueurs, regarde les joueurs avec qui tu peux, on va pas dire te comparer, mais tu peux t'identifier. C'est-à-dire que, ok, j'ai été fan de LeBron James, mais je vais pas regarder comme LeBron James il joue. Parce que je vais jamais faire 2m3, 120 kg, etc., etc. Tu vois, en fait, il faut être réaliste aussi. Donc c'est pour ça que tu vois, j'avais des joueurs que j'aimais bien regarder, etc. Mais quand il s'agit du basket, du jeu, quand je devais vraiment regarder un joueur, je regardais Russell Westbrook, Bradley Beal, des arrières, des combos, tu vois. Bradley Beal, Joe Holiday, les gars comme ça. Ok. Et comparé au championnat français, du coup, tu regardes qui là? C'est qui des gars qui t'impressionnent? Tu te dis, yeah, you playing good, boy. David. Je regarde bien évidemment David en Turquie. C'est mon petit frère. Je regarde beaucoup David. On va suivre sa saison là à Monaco. Ouais. J'espère qu'il va jouer un peu quand même. Mais je m'en fais pas pour ça. Nadir, parce que j'aime sa folie. Il est fou. Sérieux? Il est fou, Nadir. Ouais. C'est un baiser, vraiment. Petit Nadir là. Il est fou. Nadir, j'aime bien. Oula, il y en a beaucoup, je vois. Wow. Je regarde pas beaucoup le championnat C'est français. vrai? Ah ouais, j'ai pas d'accord. le temps. D'accord. J'ai grave pas le temps. Tu penses quoi des Guadeloupéens, des Antillais qui performent dans la ligue? On a Juan, on a... Bon, même si Le problème, Jeune n'a pas vraiment joué. Oui, il n'a pas vraiment joué. Après, il est à Monaco, il est dans une grosse écurie, mais ça va venir. Jeune est encore jeune. Il y a qui encore qui joue? Ouais, bon, si tu regardes plus maintenant, effectivement, les générations d'après, on ne connaît pas plus que ça. Je bosse tellement. Ouais. Je bosse beaucoup, hein. Je bosse énormément. Du coup, j'ai pas spécialement le temps de checker le championnat français. En vrai, j'ai arrêté de regarder le championnat français. J'ai regardé l'année qui vient, là, j'ai regardé un peu parce que David va jouer, mais sinon, je regarde même plus trop. Ok. J'ai plein d'autres questions à te poser, mais tout de suite, du coup, ce serait quoi le conseil pour toi, là, pour un jeune qui veut faire carrière dans le basketball au haut niveau? Il a quel âge? Il est où? Il a quel âge? Parce qu'en fonction de où il est, mon discours est différent. Ok, disons, il sort du Creps, 3e, 4e, okay. Creps. Il est en Guadeloupe. Il est en Guadeloupe et il doit partir hors de la Guadeloupe, hors du département, pour faire carrière. Je lui dirais de rien lâcher déjà, bosser intelligemment, de ne pas penser parce qu'il arrive en centre de formation qu'il va finir pro, de quand même chercher à se découvrir en tant que personne, qu'il sache ce qu'il aime faire. C'est éphémère, donc il faut qu'il puisse penser à l'après-basket aussi. Même s'il est encore jeune, hein, ça se prépare, ça se réfléchit. Ça ne veut pas dire que tu dois commencer à entreprendre, etc. mais ça se réfléchit bien avant. Bien sûr. Et de bosser, et d'avoir confiance en son jeu. Hein. De ne pas laisser... de pas se laisser impressionner, c'est juste du basket. Prendre du plaisir. Et confiance en toi aussi, ouais, finalement. C'est ça. Et confiance en toi, joue ton jeu, ça va glisser tout seul. Et peut-être aussi, finalement, très jeune, découvre ton jeu même. Tu dis découvre-toi en tant que personne, ok? Mais ton jeu aussi, parce que oui, ça va changer, mais finalement, quand tu restes sur une lignée... Découvre ton jeu, oui, ouais, bien évidemment. Mais ça, cette question-là, je vais la mettre dans une case poste de jeu. Parce qu'en fonction du poste de jeu, il y a certains
certains jeux. Aujourd'hui, si tu regardes les meneurs, les arrières, ils jouent tous de la même manière. Si tu regardes vraiment le basket moderne aujourd'hui, t'as pas 40 000 catégories de joueurs. Tu vois, t'as le... Je vais parler pour les arrières meneurs, je parle pas pour les ailiers, pivots, etc. Mais pour les arrières meneurs, aujourd'hui, tu as soit le meneur de jeu qui est pas trop... qui n'a pas un tir trop fiable et qui est super physique, qui défend très très dur, etc. Et ce joueur-là, ça, il n'arrive pas au niveau. Dans le basket moderne. Oui. Aujourd'hui, là, ça, ce joueur-là, ça, il arrivait au niveau avant. Lui, même s'il est très très bon, 94 feet, tout ce que tu veux, aujourd'hui, ce joueur-là, ça, il n'arrive pas au niveau. Donc, l'arrière meneur qui a 13-14 ans, là, qui sort de Guadeloupe, qu'ils ont pris un centre de formation, qui joue comme ça, et qui sait qu'il joue comme ça, dans mon langage, chacun commence à bosser ton tir. Commence à bosser ton tir, mais non. Je ne vais pas te dire qu'il est trop tard. Il est presque trop tard. Mais commence à bosser ton tir maintenant. Parce que le basket moderne, c'est pas le basket d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ouais. Ah, je te le dis. Aujourd'hui, tu peux pas juste être athlétique et... Aujourd'hui, il faut que tu aies un tir. Si tu n'as pas de tir aujourd'hui, là, le basket moderne d'aujourd'hui, là... C'est sûr. Chaud. Steph Curry, hein. Il en est beaucoup pour ça. Il a changé le jeu, mais il a changé le jeu, mais aujourd'hui, en fait, on demande à tout le monde de tirer à 3 points. Oui, D'être une menace à 3 points. Ouais. Le jeu est très 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 écarté aujourd'hui. Si tu veux arriver... Alors, bien évidemment, tu vas pouvoir jouer à un certain niveau... comment dire ça encore, N1, N2, etc. Ouais. Peut-être Pro B, mais quand on parle de haut niveau, c'est-à-dire qu'on parle de première division, Oui. Euroleague, NBA, les joueurs de ce calibre-là ne toucheront jamais dans le basket moderne qu'on vit là, ce genre de ligue-là. S'ils ne savent pas tirer. Ça n'arrive plus. Si tu regardes aujourd'hui, tous les meneurs peuvent mettre dedans. Les meneurs, mais aussi les 5, 4. Les arrières, les 4, Exact. les 5. Ouais. Tu vois, Ouais. Aujourd'hui, tu dois être... quand je dis que il y a beaucoup de joueurs qui jouent de la même façon aujourd'hui, tu dois être... Si tu regardes bien, tout le monde, c'est side step, c'est double step back, c'est easy, c'est... Tout le monde joue de la même manière. Donc en vrai de vrai, c'est ta capacité, ton pourcentage de tir qui fait la différence. Aujourd'hui, des joueurs qui ont des skills, il y en a un million. Le basket, il a évolué, les réseaux sociaux, etc. Des bons joueurs aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ce qui fait la différence là, c'est la différence entre un bon joueur à haut niveau et un bon joueur en Pro B. Aujourd'hui, la différence, elle est mentale. Hein. Il n'y a plus de différence technique en vrai. Si tu regardes bien, aujourd'hui, tu prends un joueur de pro, il peut être aussi technique qu'un joueur NBA. C'est juste qu'aujourd'hui, sous pression, le joueur NBA, il peut faire un match à 40%, 45% à 3 points. Ils font une saison comme ça. C'est clé ce que tu dis, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, techniquement, tu peux bosser partout, je pense. Tu peux être bon, tu peux devenir bon techniquement partout. Regarde bien sur les réseaux. Aujourd'hui, sur les réseaux, tu regardes des vidéos, t'as des mecs qui sont en Afrique sur des terrains en terre. C'est la vérité, sur des terrains en terre, tu les vois faire des trucs, tu te dis, mais à quel moment les mecs, ils ont eu du flow comme ça dans leur jeu, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, t'as les réseaux. Les réseaux, frère, on n'avait pas ça à nous. Non. Tu scrolles, tu vois un workout détaillé de comment devenir bon. Faire ça comme ça, ça ne veut pas dire que tu vas devenir bon, forcément, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de progresser techniquement au basket qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus de personnes, tu as beaucoup de charlatans aussi. Hein. Mais tu as beaucoup de personnes qui sont aussi qualifiées et qui redonnent en fait. Je pense pas qu'avant, tu avais autant de personnes qui redonnaient aux jeunes, giving back comme ça, tu vois. Ouais. Des conseils, des trucs, juste, il y en a plein. Parce que aujourd'hui, tu es dans l'ère du podcast, Là, tu vois, on est sur ton podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, même financièrement, hein. Aujourd'hui, tu es un jeune joueur pro, tu peux écouter certains podcasts d'anciens joueurs, tu peux entendre les erreurs qu'ils ont faites, etc. Avant, tu n'avais pas ça. Ils ont toutes les clés. Vous avez tout, enfin tout, peut-être. Je pense que vous avez tout, mais la chose vraiment à avoir, effectivement, c'est within yourself, exactly. C'est là-dedans. Exactly, tu vois, tu peux tout avoir. Mais si t'es pas à jour sur ton craft, tu n'y arriveras pas, c'est clair et net. Du coup, tu arrêtes le basket, Joe. T'avais pensé à ton après-carrière? Ouais. Comment s'est faite ces transitions pour toi? Mais en fait, comme je te disais, le Covid, il m'a un peu poussé, parce que je voulais pas spécialement arrêter le basket aussitôt. Le Covid m'a un peu poussé, m'a donné une petite tapette dans le dos et m'a dit, ouais, ça y est, c'est fini. Et du coup, je pensais déjà à ma reconversion. Donc, je suis retourné à l'école Bocuse à Lyon. Aujourd'hui, je suis chef de cuisine.
indépendant, etc. Et voilà, hein. Et après j'ai fait ma reconversion, j'ai fait ma formation, etc. Après j'ai fait 6 mois dans une école d'hôtellerie, j'ai fait passer mon CAP cuisine en candidat libre, je me suis mis sur le marché du travail, direct. Je me souviens de tout ça. Ouais, et après je suis monté petit à petit, etc., etc. Je fais un peu de gastro, un peu de semi-gastro, D'accord. jusqu'à ce qu'aujourd'hui je suis chef indépendant. Tu as eu l'occasion grâce à ça de voyager et tu es Ouais. africain. C'est quelque chose que tu prônes. Ouais, j'ai Dès le début. toujours prôné ça. Après, moi j'ai la double nationalité aussi. J'ai toujours eu la double nationalité. T'es béninois? Ouais, j'ai deux passeports, moi. Oh shit! Ouais. Since? Ça fait 10 ans maintenant que j'ai le. Oh, ok. Ton président, ça va être Kenny Seba. Non. Non, là pour l'instant, on a toujours le président Talon qui fait un très bon travail d'ailleurs. Ok. D'accord. La similitude entre la Guadeloupe et le Bénin, l'Afrique, qu'est-ce que tu aurais aimé voir pour ces deux régions de la Terre? S'unir peut-être en termes dans ton domaine aussi de la cuisine, tu vois? Oui, mais ce que j'aurais aimé surtout en fait, c'est que on est tous, pour les afrodescendants, en tout cas, on est tous des afrodescendants d'esclaves ici. S'il y a quelqu'un en Guadeloupe qui pense qu'il ne l'est pas, qui se réveille. Et j'invite en fait les Guadeloupéens surtout à voyager sur la terre-mer. Le meilleur exemple que j'aime dire, c'est que vous voyez quand vous êtes en Guadeloupe, en tant que Guadeloupéen, vous chantez chez vous. Enfin, un Guadeloupéen, il est chez lui. Quand il est en Guadeloupe, il se sent chez lui. Qu'il aille en Afrique. Qu'il voit comment il se... La sensation, c'est différent. En termes de quoi? Je peux pas t'expliquer Moi, je suis jamais allé. en termes d'énergie, de vibe, c'est pas pareil. Tu te sens Il y a plus chez toi? Il n'y a que tes semblables, Ouais. tu vois. Ouais. Moi j'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, on est en Guadeloupe. Mais bientôt, Guadeloupe, c'est à blanc. Le Guadeloupéen fait que vendre tout ce qu'il a pour le métro, etc. Après c'est le premier à dire ah, blanc la prend ci, blanc la prend ça. Arrêtez de vendre aussi, tu vois. Mais comme je dis souvent, par exemple, moi, on m'a posé la question, ouais, Jordan, est-ce que tu voudrais investir en Guadeloupe, etc. Et je disais, ouais, ça pourrait être intéressant, mais au final, la Guadeloupe, ça reste la France. Demain, tu vois, par exemple, ils veulent faire passer une certaine loi où tu seras bientôt propriétaire de ce que tu as construit, mais tu ne seras pas propriétaire de la terre. Tu vois, je sais pas, il y a une espèce de loi qui veut faire passer comme ça, où tu seras propriétaire que pendant 90 ans, un truc comme ça, bref. Donc demain, le Guadeloupéen là, qui va vouloir céder quelque chose à ses enfants dans 5 ans, dans 100 ans, Ouais. il aura quoi? Il aura rien du tout. C'est même pas la peine en fait. Il aura rien du tout. La Guadeloupe, Marie-Galante, c'est même plus au Marie-Galanta déjà. Ouais. Elle est à Marie-Galante. Les Guadeloupéens savent de quoi je parle. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ce que j'ai investi en Afrique, c'est pour moi à vie. C'est la vérité. Ce que j'ai en Afrique, c'est pour moi à vie. Pour les enfants de mes enfants de mes enfants. Ouais. Ok. En Afrique, on a une maison familiale, par exemple. Mais la maison familiale, ça fait combien de temps elle est? Des années. C'est la maison de la maison de la maison de la maison. C'est dans 5-6 générations qui passaient là-dedans. Mais il y a toujours de la place en Afrique pour nous. Toujours l'Afrique. L'Afrique, c'est le plus grand continent du monde. Je sais. En fait, comme je dis souvent, c'est que lorsqu'on n'est jamais en Afrique, on ne se rend pas compte à quel point c'est grand l'Afrique. Le Congo seulement, je crois que c'est 11 fois la France. Sérieux. Le Congo seulement. Damn. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, I didn't know that. I didn't know that. Non, l'Afrique, c'est énorme. Et donc tu as vu quoi comme pays en Afrique toi? C'était... Ben, j'ai fait Côte d'Ivoire, Bénin, Congo. Ok. Bénin, ouais. Ok. Là, j'ai retourné ma décembre. Je me permets de poser la question, on verra si on met sur le truc, mais Ouais. tu cuisines Bien sûr. et tu es africain, guadeloupéen. Ouais. Est-ce que ça te dit un jour, effectivement, toujours de rallier ces deux choses ensemble? Bien sûr. Après, ça, je le fais déjà en vrai. Parce que, comme je t'ai dit, je suis chef indépendant. Ça veut dire autant je peux bosser dans des restos pour remplacer un chef, autant je peux bosser sur un catering. Par exemple, cette année, on a fait avec Collet Brézé, qui est un collectif, on a fait la tournée de Chacola. Et Ok. la tournée de Chacola, on a fait. J'ai pas fait toutes les dates avec eux, j'ai fait 5-6 dates. Et on a fait quelques dates avec Gazo aussi, et en fonction de ce que l'artiste veut, on fait. Enfin, c'est-à-dire s'il veut ça, on le fait. C'est Peu importe ce lourd. qu'il veut. Waouh! Et par exemple, avec un gars comme Chacola, tu vois, il aimait beaucoup la cuisine afro-caribéenne, tu vois.
Donc avec d'autres chefs, on faisait des petits twists, on faisait des trucs. Ouais. La saison, elle vient de se terminer. Quand je dis la saison, c'est-à-dire, on va dire mars, fin août. C'est la saison où en cuisine, tu vois, tu bosses beaucoup, tu vas partir sur Saint-Tropez, faire Saint-Tropez, tu vas partir un peu dans le sud de la France, etc., Cannes, tout ça, Monaco, où tu vas bouger, tu vas faire, par exemple, tu peux faire une saison, tu peux venir à Saint-Barth, dans un gros resto, tu peux faire une saison à Saint-Barth. Okay. Alors en Guadeloupe, ça se fait un peu moins à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que moi ça m'aurait branché de venir bosser 6 mois comme ça sur une saison en Guadeloupe, tu vois, mais il n'y a pas trop... Pour l'instant, tu vas l'instaurer. Ouais, ça se fait pas encore vraiment. C'est vraiment plus dans les autres îles que les gens riches, quoi, Saint-Barth, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Dernière question, on revient sur le sport. La dynamique du sport en Guadeloupe, une dernière fois, est-ce que tu es satisfait? Qu'est-ce que tu aurais aimé voir de différent? Tu vois, là, tu as les championnats les championnats du monde d'athlétisme qui vont commencer et tu as 11 ultramarins, tu vois, outre-mer. On est là, on est présent. Sauf que j'ai l'impression toujours qu'on a un cap à franchir pour vraiment être présent, quoi. Parce que si on rentre dans une je vais peut-être plus loin, hein, tu me couperas, hein, tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si on rentre dans une démarche d'indépendance, il faut qu'on puisse se reconnaître en tant que nation, en tant que sportif, tu vois. Avant de parler d'indépendance, quand il s'agit de la Guadeloupe, on va même pas parler de sport. Pour que la Guadeloupe puisse être indépendante, il faut que les Guadeloupéens s'aiment entre eux déjà. Déjà. On peut clore le sujet. Quand les Guadeloupéens vont s'aimer entre eux déjà, on pourra parler d'autre chose. Là, on pourra parler d'indépendance. Mais parler d'indépendance là, quand on sait pas ce que c'est un pays indépendant, on peut même pas parler d'indépendance. Les Guadeloupéens ne sont pas encore prêts pour l'indépendance et ils le savent très bien. Ok. On met un point à ça. Le sport alors. Pour le sport, par contre, je trouve qu'il y a une chose que j'ai jamais... Enfin, on pourra jamais avoir d'équipe de la Guadeloupe. Même si je sais que pour le foot, je sais qu'il y a une équipe de la Guadeloupe, etc. Ouais. Quand il s'agit du championnat anti-caribéen, etc. Je crois, un truc comme ça. J'ai suivi un peu de loin. Mais tu vois, j'aurais bien aimé voir la Guadeloupe représentée dans les grands championnats du monde en athlétisme, des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'on a le talent, on l'a. Mais bien évidemment, ces athlètes-là vont représenter la France, parce que la Guadeloupe, c'est la France. Donc c'est un peu compliqué, mais moi, j'aurais aimé pouvoir voir la Guadeloupe représentée au haut niveau, tu vois. Par exemple, c'est tout bête, hein. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire une équipe de la Guadeloupe au basket. Mais fort! Et je pense que, tu vois... fort! Bon, moi, je te donne un exemple, hein. Tu fais une équipe... Moi, je te dis que tu peux faire une équipe de la Guadeloupe pour le basket. On va jouer la Coupe d'Afrique, là. Il y a moyen, on tape tout le monde, hein. Attends, mais... Non, après, le Sénégal... Après, attention, le Sénégal, ils ont des... Le Sénégal, c'est méchant. Et le South-Sudan aussi a tenu tête aux Américains. C'est méchant, etc. Mais attends, très bien. On a une bonne équipe. En Guadeloupe, tu peux faire une équipe compétitive pour jouer la Coupe d'Afrique, normal. Vas-y, on termine sur ça. On fait une équipe guadeloupéenne, là. Qui on met? On a 10 spots. Parce que c'est 10 joueurs, pas 12, pas 8, 10. 10? Ah, maintenant, hein? Les vieux, ils jouent plus. Non, on joue plus. Mike Petrus, tout ça. Non. Aujourd'hui, j'aurais mis. Alors, on va faire par poste. Je vais commencer par les intérieurs parce que c'est ce qui est arrivé encore. D'accord. Par poste, je vais mettre. Alors, je prends en 5. Est-ce qu'on a un Guadeloupéen NBA en 5 ans? On va réfléchir. Mais Robert, il est en nationalité, hein? Ouais. Lucia. Je sais, mais. Je sais pas si. Non. Et j'avoue, moi-même, je dis ça, mais je peux pas. Non, attention, je peux pas plus parce qu'en fait, il a jamais habité en Guadeloupe vraiment, etc. Ok, moi, je real Guadeloupéen. Oui, ok, moi, je sure. plus dans ce sens-là, ça, tu vois. Donc j'aurais mis, je pars Jonathan Jeanne. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre 5 là dans le barrage? Putain. Je connais plus le championnat guadeloupéen, je sais plus qui est un bon 5. À l'époque, quand tu aimais Ben Chico a trop vieilli. Je sais plus qu'est-ce que... Vas-y, je vais mettre Kenny Bastiste en poste 4.
c'est les grands qui nous restent un peu. Johan, ouais, poste 4. Je commence avec mon 1-5 là déjà, comme ça. Donc Jonathan Jeanne, Kenny Baptiste, easy. Poste 3, Jeanne Bégarin. Poste. Attends, c'est qui mon poste 1? Parce que si je mets David en poste 1, je sais pas qui je mets en poste 2. Mais je vais mettre David en poste 2. Et tu mets qui en 1? Attends, mais regardez. Moi, je mets Rodrigue en 2 et David en 1, frère. Oh shit! T'as Hell pas mis no. là-bas? Non, je mets Rodrigue Bobo en 1, je mets David Michino en 2. Ok, sure. Voilà, donc t'as déjà 5 là. Derrière, sur le banc, il y a. Bro, you got choice. Mais moi, je regarde plus le basket, c'est-à-dire je réfléchis, aide-moi. Frère, sur le banc déjà, tu mets Jesse Bégarin. Franchement. Ok. Voilà, donc je mets. Ouais, j'ai essayé. J'ai su quoi, je vais toujours. Mais bien sûr. Bien sûr. On a Jessie. de l'expérience dans le lac, Ouais, bro. je mets Jessie, mais je savais pas que je mets Jessie. T'as déjà Rodrigue Je mets Jessie, sur le Euh. banc, je mets. Il y a qui joue encore, putain. T'as qui d'autre? Tu peux mettre. Pourquoi tu mets pas un Bruno aussi en 4? Chat, mais. Je recommence. On recommence. On recommence le 5. Donc, ouais, Rodrigue Bobo à la main. Frère, t'as Greg Begabert. Attends. Mais là, tu peux commencer à me donner des noms. Moi, je regarde plus le basket, t'as vu? C'est-à-dire là, tu me redonnes des noms, mais je recommence le 5, mon 5. Maintenant, je mets Rodrigue Bobois, David, Juan, Bruno, Jonathan Jeanne. Mon autre 5, l'autre 5, Grégory, Bengabert, Jessie Bégarin. 3, Kenny Baptiste. 4. C'est Portugal. Luigi. Luigi. C'est mon 5, Luigi. Et mon 4. Tu sais, je mets. Alors, Kenny Baptiste, je le décale en 4 au poste 3. Par contre, Tim, c'est pas de nom. Oh. Il est joué au cette saison. Il a fait une bonne saison pour ça. Il est bon. Kayol. J'aime bien. Yes, sir. Steven Kayol, je crois. Steven Kayol. Yes, sir, je mets. Voilà. Je pense que c'est les Guadeloupéens les plus performants Et en coach? qu'on a actuellement. En coach, Ouais. JM. Easy. JM Kouchi en coach. Enfin, voilà, c'était terminé. Alright. Et assistant